Yo les bros, c'est Goji et bienvenue dans la review de ce chapitre 1028 de One Piece. Alors que la semaine dernière nous avons eu le droit à un chapitre proposant la suite du combat entre King et Zoro, révélant ainsi une partie du visage du roi des calamités, aujourd'hui c'est Sanji et Queen qui sont à l'honneur pour notre plus grand plaisir. Je vous en parlais il y a de ça quelques mois, ça y est nous y sommes, Sanji éveille sa véritable nature aujourd'hui dans ce chapitre. Pas seulement, le CP0 se dévoile de plus en plus et Yamato nous offre la forme full Zoan de son fruit du démon. Comme vous pourrez le constater, c'est un chapitre juteux pour nous qui sera à l'origine d'une très grosse review, alors commençons dès maintenant. N'hésitez surtout pas à bombarder les likes les bros, ça m'aiderait énormément à développer la chaîne et c'est entièrement gratuit pour vous, ainsi qu'à vous abonner pour m'aider à atteindre les 300 000 abonnés avant la fin de l'année. Peut-être un petit peu trop ambitieux, ouais. Un infini merci à vous pour ce soutien légendaire que vous m'offrez chaque semaine. Maintenant, installez-vous confortablement et préparez-vous pour la review du chapitre 1028 de One Piece. Nous voilà dans la pièce des invités. Le CP0 est toujours présent, ne prenant pas part à la guerre mais analysant le déroulement de celle-ci qui semble les passionner tant elle est imprévisible. En effet, alors que les forces s'élevaient à l'origine à 30 000 membres du côté de Kaido et 5 400 du côté des samouraïs, voilà que désormais Kaido n'a plus que 12 000 membres de son côté tandis que les samouraïs eux en cumulent pas moins de 8 000. La guerre aura alors pris une tournure incroyable en faveur de l'alliance des samouraïs, en partie grâce à l'apparition d'Otama ayant permis le contrôle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'utilisateurs de Smile. Pour autant, le CP0 n'imagine pas Kaido perdre, pas étonnant quand on voit le monstre qu'il s'agit. Cependant, si ça venait à être le cas, alors quelque chose de très spécial se passerait sur Wano Kuni, le gouvernement prendrait directement le contrôle du pays. Après des siècles à avoir échappé à l'occupation du gouvernement mondial, Wano Kuni tomberait entre leurs mains et serait alors sans doute condamné. Et celui qui nous apprend cette tragique nouvelle n'est nul autre que l'un des plus emblématiques ennemis de Luffy, étant aujourd'hui à la tête du 10e et plus puissant Cypher Paul, Rob Lucci. Accompagné de Kaku, Stussy et d'une flotte de navires, ils sont aujourd'hui aux portes de Wano Kuni, prêts à passer à l'action si le Yonko perd sa bataille. Non seulement pour poser la main sur ce pays ayant échappé autant d'années à leur emprise, mais également pour terminer ce qu'ils avaient commencé il y a 22 ans quand cette prime de 80 millions de berries a été mise sur la tête de Robin à seulement 8 ans. Le chapitre ne vient qu'à peine de commencer et pourtant on pourrait déjà en parler des heures. Alors que Wano Kuni n'a jamais été si proche d'ouvrir ses frontières pour la première fois depuis des siècles, un nouvel obstacle se dresse désormais devant la liberté de ce pays. Si Kaido perd, Wano sera sous la juridiction du gouvernement. Si Kaido gagne, Wano restera dans l'état actuel. La peste ou le choléra, je vous laisse choisir. Ce désir qu'a le gouvernement de s'emparer de cette île m'a rappelé une scène très simple, très courte mais pourtant très forte de l'aventure d'Oden auprès de Barbe Blanche. Le seigneur des Kozuki, surpris et excité d'apprendre qu'une organisation existe rassemblant le monde entier, n'a pas véritablement conscience du problème. Barbe Blanche lui répondra simplement que son pays, contrairement à ceux rassemblés par le gouvernement, est encore et toujours libre. Nous ne sommes que trop bien placés pour savoir de quoi il parle, le gouvernement retire les libertés de tous ceux touchés par son sceau. Une triste ironie quand plusieurs dizaines d'années plus tard, ces derniers, aux portes de Wano Kuni, s'apprêtent à contrôler son pays. Alors aujourd'hui, je ne vois encore moins Kaido contre le véritable méchant de cette histoire, tant la présence du gouvernement sur cette île signerait la fin de sa liberté. Ses frontières seraient fermées à jamais. En prenant du recul, Kaido offrait donc bel et bien une protection. En étant sur Wano Kuni et en faisant son territoire, le gouvernement ne pouvait pas prendre le pouvoir de l'île à l'origine des poneglyphes qu'ils cherchaient tant à bannir l'apprentissage. Rappelez-vous de ce qu'ils ont fait à Ohara, à de simples chercheurs en quête de vérité. Croyez-vous vraiment que Wano Kuni, le berceau des poneglyphes et du monde antique, n'aurait pas subi le même sort? S'ils ont été capables de tuer femmes et enfants, dont la plupart ne connaissaient pas le langage banni des poneglyphes, croyez-vous vraiment que les habitants de Wano auraient pu s'en tirer si facilement? Si ce n'était pas un Buster Call, tous auraient été envoyés dans les camps de détention de Tequila Wolf destinés à travailler pour mourir sous le signe d'un gouvernement clamant la paix et l'équilibre. Kaido offrait donc bel et bien une protection finalement en étant sur Wano Kuni, il empêchait le gouvernement de prendre le pouvoir. Était-ce pour le meilleur ou pour le pire? Là est toute la question. Pour autant, va-t-il réellement céder sa place au gouvernement lors de sa défaite qui est aujourd'hui presque inévitable? Eh bien, si Kaido avait un si grand pouvoir dont le seul nom empêchait quiconque de s'en prendre à Wano Kuni, on se doute bien que celui qu'il vaincra aura encore plus de légitimité à prendre ce pays sous son drapeau. Alors même si Kaido perd et que le gouvernement pense pouvoir en profiter et réclamer ses terres, il faudra encore passer sur le corps du nouvel empereur de cette île, Monkey D. Luffy. C'est Luffy qui sera le nouveau protecteur de Wano Kuni. Il aura cette place qu'avec Kaido, mais offrira une véritable liberté à ses habitants. C'est peut-être difficile à imaginer, mais après avoir vaincu le dragon, Luffy sera lui aussi un empereur, ou du moins il aura toutes les raisons d'être considéré ainsi. Le gouvernement a, je pense, fait une erreur de calcul et de jugement en pensant simplement récupérer ce pays et en profitant de la défaite de Kaido alors que c'est justement pour ce pays que Luffy vaincra
le Yonko. En tout cas, une chose est sûre, le destin de cette île est bien tumultueux. Et en parlant de destin tumultueux, il faut dire que celui de Robin n'a pas à rougir. 2 ans après les événements d'Enies Lobby, opposant les Mugiwara au gouvernement mondial dans le seul but de sauver leur Nakama, l'histoire recommence et Nico Robin revient au centre de l'attention. Pour cause, et d'après le CP0, l'existence de cette femme est la clé pour les pirates. Des mots résonnant avec ceux des empereurs au chapitre 999, en particulier Big Mom qui souhaitait s'emparer de Nico Robin, ou même de ceux d'Inuarashi au chapitre 818, avertissant cette même Nico Robin du danger qui plane sur elle. Déjà largement au centre de toutes les attentions il y a 2 ans pour ses connaissances précieuses, voilà qu'aujourd'hui la dernière survivante d'Ohara ne cesse d'attirer l'attention de tous les noms du monde. Je vous en parlais dans ma review du chapitre 999 justement, et je développais l'idée qu'elle finirait par être recherchée, voire même carrément capturée par nul autre que Barbe Noire. Mais effectivement, je n'avais pas songé à ce que le gouvernement mondial puisse à nouveau se mettre à sa recherche pour la même raison que les pirates, c'est-à-dire traduire les poneglyphes. On le sait, le gouvernement mondial est là, instauré depuis 8 longs siècles, ayant vu passer de nombreuses ères marquant le monde. Eux-mêmes étant originaires du siècle oublié, il est difficile d'imaginer qu'absolument personne dans cette organisation soit capable de traduire le langage des poneglyphes qu'ils ont eux-mêmes bannis. Mais si c'était le cas, et si actuellement le gouvernement mondial souhaitait capturer Nico Robin pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin d'elle pour lire les poneglyphes. Rob Lucci précise bien que l'existence de cette femme est la clé pour les pirates, la clé pour atteindre l'Arftel et découvrir la véritable histoire du monde grâce aux Ryu poneglyphes. Mais pas seulement, elle peut aussi être la clé pour éveiller les armes antiques capables de détruire le monde comme Pluton qui était la source de leurs plus grandes inquiétudes. Si les armes antiques venaient à se réveiller, le gouvernement risque alors de ne pas être capable de les contrer. C'est pourquoi Nico Robin n'est pas que la clé des pirates mais aussi celle du gouvernement. La posséder leur assurerait que rien ni personne d'autre qu'eux-mêmes pourrait éveiller les armes antiques et ainsi dominer le monde davantage. Après tout, ils n'ont pas besoin de connaître l'histoire du siècle oublié puisqu'ils en sont les principaux acteurs. Mon hypothèse est donc que détenir Robin leur permettrait d'avoir la main mise sur la plus grande puissance de ce monde. Car après tout, pourquoi ne pas tout simplement la tuer ou vouloir la tuer pour empêcher ces fameux pirates qu'ils détestent tant de pouvoir utiliser et décrypter le langage des poneglyphes? Eh bien tout simplement car ils voudraient tirer leur épingle du jeu. La menace des révolutionnaires est grandissante, les pirates sont de plus en plus agités, alors capturer Robin pour réanimer les armes antiques et protéger leur intérêt est très loin d'être un mauvais plan pour eux. La petite différence est que contrairement à il y a 2 ans, les Mugiwara se sont tous entraînés pour qu'une telle chose ne se reproduise jamais. Lorsque Robin disait que ses compagnons étaient là pour la protéger, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. La présence du Cypherpole a très vite tendance à se faire oublier dans cette gare de Nigashima. En même temps, comment s'en vouloir alors que tous les chapitres nous offrent des révélations sur tous les personnages, des éveils de pouvoir et j'en passe. Pourtant, le gouvernement mondial représente l'un voire le dernier rempart avant la fin du manga. Leur présence ici aura sans l'ombre d'un doute une importance dans les arcs futurs. Je reste très curieux de ce que Rob Lucci apportera dans les prochains chapitres. Luffy n'est toujours pas au courant de ce qui semble s'être passé pour Sabo et j'ai la désagréable impression que le CP0 pourrait profiter de leur lien fraternel pour annoncer une nouvelle bouleversante au futur nouveau empereur de Wano Kuni. Nous arrivons bientôt à la partie finale, sans doute la plus hypante, mais avant ça, Yamato nous offre une transition des plus agréables puisqu'elle nous dévoile sa forme animale du Inu Inu no Mi modèle Oguchi no Makami, son fruit mythique du loup. Pour prévenir un éventuel échec de Momonosuke, elle est retournée sur Onigashima pour s'occuper des explosifs présents sur l'île afin de réduire l'impact avec la capitale des fleurs. C'est très intéressant d'avoir ce plan de secours, ça laisse suggérer que oui, Momonosuke peut échouer et permet à Yamato d'avoir encore un rôle au sein de cette guerre. Ce retour sur l'île peut cependant signer plusieurs choses. Une rencontre avec le reste des Mugiwara, des fourreaux rouges, une participation à un combat, et j'en passe. J'ai donc quand même cette idée que Yamato ne va pas seulement s'occuper des bombes, mais aura une nouvelle aventure de son côté. La forme de son Zoan, quant à elle, est guère différente de la forme hybride. Le halo de fumée autour de sa tête est cependant plus visible, et fait alors encore plus rappeler à Luffy en Gear Force possédant également ce même effet. Ce dernier est également présent autour des dieux de la mythologie japonaise comme Reijin, Fujin ou les Nyo, protecteurs du bouddhisme. Ces 4 entités ont quasiment tout le temps un rôle de divinité protectrice, collant alors à la description de Yamato et Luffy. Le fruit du démon de Yamato est considéré comme le gardien de Wano et c'est avec la symbolique de ce fruit que Kaido voulait voir Yamato protéger cette île. Des mots que l'on peut lier avec la première partie de cette vidéo et le gouvernement souhaitant s'emparer de l'île à la place de l'empereur. Luffy, lui, est également une divinité protectrice de Wano Kuni comme l'atteste le chapitre 990 en prenant la forme du Bondman, une forme considérée par Yogoro comme similaire à un Myo. Si vous suivez toujours bien mes vidéos, vous savez que les Myo sont 5 des gardiens du Bouddha et Luffy ressemble vraiment à l'un d'eux. Luffy et Yamato sont donc bel et bien des divinités protectrices de cette île et tous les petits éléments, même cosmétiques, sont là pour nous le rappeler. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette simple page puisque la partie la plus croustillante du chapitre arrive, celle entièrement dédiée à Sanji Vinsmoke.
Après s'être senti particulièrement bizarre dans son corps suite à ses utilisations du Red Suite, Sanji n'est pas au bout de ses surprises aujourd'hui et les révélations dans son combat contre Queen sont bien plus nombreuses que l'on aurait imaginé. Le combat en lui-même est ce qu'il y a de plus insolite, le mélange en animal et cyborg fait de Queen un être absolument imprédictible dans les éventuelles techniques qu'il pourrait utiliser. Je ne vais alors pas autant m'intéresser au combat qu'au cas de Sanji. Il refuse toujours de porter sa Red Suite malgré l'insistance de Queen. Après tout, cela signifie pour lui d'approuver sa famille et sa technologie. Or, depuis son enfance et encore plus en tant qu'adulte, Sanji n'est pas en phase et en accord avec les atrocités associées au nom des Vinsmoke. Les quelques fois où il a eu recours à l'utilisation de sa Red Suite représentaient un cas d'urgence, de dernier recours absolu. Sanji semble avoir l'intention de combattre Queen avec toute l'humanité qu'il possède, ou presque. Après s'être fait littéralement écraser par Queen en forme de serpent, le corps de Sanji se retrouve entièrement broyé par la force de la calamité. Totalement difforme, des fractures dans tous les sens, c'est un Sanji qui aurait pu littéralement mourir de ces blessures que nous avons face à nous. Pourtant, cette sensation étrange dans son corps persiste. La douleur est présente, mais il peut bouger, il n'a pas perdu connaissance, et plus encore, ses os se régénèrent. Son corps reprend une forme normale, Sanji commence à comprendre et fait le lien avec son passé et les aptitudes physiques de ses frères. Queen finit par lui asséner un coup d'épée de plein fouet, mais la lame, elle, se brise. Sanji réalise aujourd'hui qu'il commence à devenir comme ses frères, les créations ultimes de Jude Vinsmoke qu'il a tant renié toute sa vie. Alors ça y est, Sanji est officiellement un cyborg à l'image de ses frères et sœurs, ou du moins un humain génétiquement modifié. Son corps a dépassé la frontière du naturel en devenant résistant comme de l'acier et capable de se régénérer intégralement. Cette fin de chapitre donne alors un sens à tous les autres chapitres qu'Oda a dessinés depuis 21 ans, mettant en avant les os que Sanji pouvait briser durant ses combats. Lors de son combat contre Jin sur le Baratie, nombreux de ses os semblaient brisés à en croire cette case, ses 6 côtes cassées et la colonne vertébrale endommagée sur Drum suite à l'avalanche causée par les lapins des neiges, de nombreux os cassés après avoir combattu Bonclé sur Alabasta, ou ses jambes endommagées à plusieurs reprises face à Kuma, les pacifistas et plus récemment Vergo. Oda nous explique alors aujourd'hui que toutes ces blessures ont été en partie soignées par la capacité de régénération incroyable de son statut d'humain génétiquement modifié. Pour autant, il n'est pas en accord avec ça. C'était déjà un problème pour les Red Suite comme on a pu le voir plus tôt, mais il pouvait tout simplement éviter de l'utiliser, et il n'aurait jamais rien eu à utiliser venant de son père et de sa famille. Or cette fois-ci, le changement est interne et indépendant de sa volonté. Il n'a d'autre choix que de devenir le monstre qu'il redoutait. Alors que va-t-il se passer? Comment Sanji va-t-il échapper à sa propre destinée? Eh bien, il n'y échappera pas. Sanji devra accepter d'être ce qu'il est et faire la paix avec son passé. Comme je le disais dans ma review du chapitre 1023, il serait l'être ultime du Gyarma, sa création parfaite. Très loin des démons que sont ses frères, Sanji lui aurait à la fois les atouts génétiques du Gyarma et à la fois l'humanité et la bienveillance faisant tant de défauts au reste de sa fraternité. Il devra donc accepter ce changement irréversible et faire le bien avec la technologie du Gyarma comme jamais il n'a été fait depuis sa création. C'est un peu le devoir de Sanji pour redorer le blason de sa famille et d'effacer les péchés commis par cette armée démoniaque. Cette transformation pourrait également permettre à Sanji d'éviter d'utiliser sa Red Suite. Après tout, outre la capacité de camouflage, pour quelle raison devrait-il revêtir cette armure? Pour se protéger alors qu'il semble autant être résistant avec que sans? L'avantage serait alors la vitesse ou la puissance, mais là encore je pense qu'il nous réserve de nombreuses surprises. Ce n'est que la première partie de son pouvoir. Après avoir obtenu cette robustesse à toute épreuve, Sanji va devoir débloquer une puissance qu'il n'a jamais dévoilée pour vaincre Queen. Lui-même l'a dit dans ce chapitre, la résistance du dinosaure pose problème et il va devoir trouver une solution pour en venir à bout. Si on analyse alors toutes les techniques de ses frères et sœurs, seul Yonji ne semble pas posséder d'éléments attitrés, les autres, eux, peuvent utiliser le poison, la foudre ou des faisceaux d'énergie pour vaincre leur adversaire. Chacun de ces éléments impacte durablement le corps de celui qu'ils touchent, électrisant ou empoisonnant tous ceux entrant en contact avec eux. L'idée sera alors que la puissance de Sanji augmente à travers son Diable Jump qui gagnerait également en intensité. À la manière du Hell Memories face à Wadatsumi ayant enflammé le corps massif de l'homme poisson, un nouveau Hell Memories prendrait place dans son combat contre Queen, enflammant la calamité avec un feu impossible à éteindre, fragilisant la peau si résistante du dinosaure. Les souvenirs infernaux qu'il aurait ne seraient cette fois-ci pas liés au Okama, mais plutôt à son enfance solitaire et rejetée au sein de sa propre famille. Le prochain véritable power-up de Sanji serait alors sur ses flammes et l'intensité de celle-ci ferait un parallèle avec King dévoilant au même moment son appartenance à un clan manipulant le feu. Le Diable Jump de Sanji ne fait aujourd'hui plus de doute qu'il soit lié aux modifications génétiques subies avant sa naissance. Si son corps commence à vivre des changements, son Diable Jump va en toute logique également évoluer. Cette technique emblématique va enfin dévoiler de tout nouveaux pouvoirs surpuissants et peut-être encore jamais vus.
C'est la fin de cette review les bros, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ce chapitre en commentaire, n'oubliez pas également le petit like et l'abonnement qui me ferait extrêmement plaisir. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle théorie, prenez bien soin de vous les bros et portez-vous bien. Merci à tous, peace.